Jean-Pierre Bemba n'a pas menti, mais il n'a pas expliqué l'origine des fonds. Jean-Pierre Bemba n'était pas au gouvernement de Kabila. Moi, j'étais au gouvernement de Kabila. Les 66 millions étaient payés. Mais comme on ne pouvait pas ponctuer sur les comptes du Trésor, c'est Yuma Albert, qui à l'époque était président du conseil d'administration de la GECAMINE, président du conseil d'administration de la Banque centrale et président de la FEC. C'est lui, au fait, qui gérait tous ces fonds-là qu'on ramassait chez les miniers. Vous savez très bien que les budgets tels que nous les présentions à l'époque ne reflétaient pas la réalité. Il y avait beaucoup de recettes qui échappaient au contrôle de l'État. Il y a des recettes qu'on percevait parallèlement. Je me rappelle même, Sami Badibanga est là, il était notre premier ministre. Je me rappelle quand on a été nommé, on n'avait pas assez de cash. On était ensemble au GLM. Le président Kabila, on était avec même John Numbi. Ils ont fait, et Néhémie Moulania, on a fait appel la nuit au président Yuma Albert pour amener 10 millions de dollars. C'était lui qui avait l'argent. Et c'est des cadres-là qu'on payait. Mais comment on payait? Quand l'argent était récolté, l'argent des miniers qu'on récupérait, puisque vous savez, il y avait beaucoup de contrats miniers qui n'étaient pas déclarés au CAMI, au gouvernement, c'est Yuma qui gérait ça. Alors, il fallait passer par une couverture. C'est comme ça que moi, j'ai laissé, puisque à l'époque, j'étais vice-ministre de l'énergie, et on utilisait Sénélac. Sénélac, c'est une entreprise qui fournit l'électricité dans la partie orientale, notamment à Bukavu, Goma et au Rwanda. Bukavu, Goma et Rwanda et Burundi. Alors Sénélac, toujours, les DG de Sénélac a toujours été rwandais. Alors c'est à travers lui qu'on déposait l'argent sous forme de paiement de notre contribution à la Sénélac. Je me effectué moi-même une mission de contrôle et j'étais recadré à l'époque par Néhémie Moulania et par le ministre des Finances, Yap Mouland, qui ne voulait pas que je puisse savoir plus sur ces dossiers-là. C'est un dossier bien connu, parce que c'est comme ça qu'ils avaient mis, puisque dans la Sénélac, en fait, comme c'est tripartite, et les DG étaient rwandais, les directeurs techniques congolais et les directeurs financiers étaient burundais. Voilà comment les choses s'est passées. C'était juste une couverture. C'est ce que peut-être Jean-Pierre Bemba n'a pas pu expliquer en détail. Moi, je l'explique puisque j'ai été à la tête de ce ministère-là. Je sais comment l'opération s'est passée. Tout le monde savait que quand on avait besoin de cash, on recourait à Albert Yum. Alors que le ministre des Finances était là, la Banque centrale était là. C'est lui qui avait des cash. Puisque vous savez, dans le secteur minier, c'était les cash. Même aujourd'hui, je suis dans le secteur, je vous dis, vous voulez avoir aujourd'hui 100 millions de dollars, dans 24 heures, chez les miniers, vous les avez. Vous avez chez les Chinois, les Indiens, ils vous amènent des sacs de l'argent. Même jusqu'aujourd'hui, l'argent, il a des cash. Ce sont déjà quittés avec des cash. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas... 106 millions, c'était rien à l'époque, pour rassembler 106 millions. Moi, je ne vais pas parler de 15 ans ou de 12 ans. Moi, je parle seulement de 5 mois que j'ai, donc de fin 2016 à début 2017. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Ça a continué. C'était une opération avant. Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai fait ce témoignage lorsque j'étais moi-même à la tête du ministère de l'Énergie. Mais les restes, je ne sais pas si ça a continué ou ça. Moi, je parle de la période où j'étais là. Je ne sais pas si avant moi, la même opération. Certainement, avant moi, ça existait. Mais après moi, je ne sais pas si ça continue. Mais je présume que ça pourrait être une des causes des conflits. Lorsque le budget a presque doublé, je me suis dit certainement, ce sont ces ressources-là qui n'étaient pas comptabilisées qu'on a pu canaliser vers les trésors public pour que les budgets soient grossis. Parce que ce n'est pas possible que dans un même pays, avec les mêmes assujettis, avec les mêmes structures, que d'un coup, les budgets puissent doubler de 100%. C'est impossible. Lorsqu'on regarde quand même les paramètres macroéconomiques, c'est pour dire qu'il y avait des fonds qui n'étaient pas comptabilisés avant. J'ai des preuves puisque j'étais au gouvernement. C'était des opérations, je vous dis, j'étais au gouvernement, je savais comment ça s'est passé. J'étais des preuves. Vous savez, ce sont les opérations opaques qui se font jusqu'à aujourd'hui. Je vous rappelle que même quand on a mené les cash ne venaient pas de la Banque centrale.
qui ne fait pas ici, demandez à tout le monde. Vous allez même voir. On a cité ici, par exemple, Tina, Madame Tina, l'italienne. Je peux vous montrer aujourd'hui une entreprise où j'étais avec Madame Tina, Fortunata. Vous demandez-lui, Madame Tina, je peux vous apporter l'entreprise. Et j'ai visité l'usine qu'elle dirigeait à Tesco, à Limité. Donc ce sont des opérations qui ne demandaient pas de documents. Quand vous avez, les miniers viennent vous payer les cash, vous allez faire quel document? Je vous dis le cas, demandez à tous ceux qui ont travaillé avec nous si M. Yumba ne brassait pas les cash. Même pas ministre des Finances, il y a Vimoland qui était à l'époque, même pas le gouverneur de la Banque centrale. Bon, écoutez, ça c'est risible. Je crois que tout Congolais qui connaît la situation de notre pays, qui a un recul historique de la politique congolaise et de l'économie du Congo, comprendra qu'en 2001, par exemple, moi j'étais ministre au gouvernement. Si je vous disais le salaire que j'avais, vous n'allez pas me croire. Nous avions un budget de 300 millions de dollars. Les 300 millions de dollars, on va prendre 66 millions à envoyer à je ne sais qui. C'est impossible. Deuxièmement, M. Jean-Pierre Bemba a été vice-premier ministre, vice-président de la République en charge de l'économie et des finances. Donc tout ce qui était finances et économie, c'est lui qui supervisait cela. Alors, donc c'est lui qui a envoyé les 66 millions de dollars. Et donc tu sais de quoi il parle quand il dit que le gouvernement a payé au moins 66 millions. Mais pourquoi le dire aujourd'hui et pas hier? Pourquoi le dire aujourd'hui et pas hier? À son temps peut-être. Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est tout simplement parce que c'est faux. C'est faux et archi faux. Alors, Kika Yabin Karougou, je vous trouve ici à Washington DC. Qu'est-ce que vous venez faire dans la capitale américaine? Ben, je suis ici pour pouvoir parler avec les décideurs américains dans les différentes institutions, que ce soit au Congrès ou au département d'État ou même au Conseil national de sécurité. Et pourquoi pas les différentes structures qui s'intéressent au Congo et leur parler de la situation actuelle au Congo, qui est une situation catastrophique. Vous venez directement de Goma, ville sous occupation AFC M23, donc de la rébellion, oui, où vous accompagnez l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Quelle est la situation d'abord sur place? Ben, la situation est calme, mais difficile. Difficile surtout parce que le gouvernement central de M. Tshisekedi a décidé de sacrifier et de punir et d'asphyxier les plus de 10 millions d'habitants des deux provinces, le nord et le sud Kivu, en les coupant du système financier national et pourquoi pas mondial. Alors l'argent circule difficilement, ce qui fait que la vie est difficile. Mais n'empêche, les gens sont là, ils vivent clopin avec ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est quoi le message principal que vous voulez transmettre aux Américains pour le compte du président Kabila? Oui, le message principal, c'est celui qui est contenu dans son discours qu'il a fait il y a de cela un mois. Le président Kabila, c'est un homme de paix. Il est dans la partie orientale du pays pour vivre avec ceux qui souffrent le plus de la crise que traverse notre pays et recueillir leurs avis sur le plan de sortie de crise qu'il a annoncé d'ailleurs au monde. C'est un plan de paix. Et cela, nous voulons le communiquer aux autorités de ce pays qu'est les États-Unis d'Amérique. Et dans son discours, il a presque tout dit, mais sauf le rôle qu'il compte réellement jouer dans la résolution de la crise actuelle. Ben, le rôle qu'il joue, qu'il compte jouer, c'est celui qu'il joue maintenant. Il est là, il parle. Il n'y a personne qui a consulté les mamans, les hommes d'affaires, les jeunes, les scientifiques, les communautés du Nord et du Sud Kivu pour savoir ce qu'ils pensent. Nous voyons des initiatives de dialogue un peu partout, que ce soit Luanda, Nairobi, Lomé, Doha, Washington,
Tout le monde est là, sauf les concernés, les premiers concernés. Et les premiers concernés, dans ce cas, ce sont les populations meurtries des deux Kivu. Raison pour laquelle le président Kabila est allé parler avec eux pour recueillir leurs avis et les porter à la face du monde. Et pour Kinshasa, Kabila joue bien le rôle de chef de file de la rébellion AFC M23. Mauvaise lecture, bien sûr. Le président Kabila est un ancien chef d'État. Je le vois mal. Et d'ailleurs, je sais que le président Kabila ne peut pas jouer un rôle comme chef de file d'une rébellion quelconque. Mais il est là, il parle avec tout le monde, il parle avec même ceux qui gèrent la cité aujourd'hui, que sont l'AFC de Corneille Nangaa et le M23. Il a des échanges avec eux dans le but de voir si on peut trouver des passerelles qui vont ramener à une solution pacifique. Mais comment expliquer le fait qu'il se fasse aujourd'hui sécurisé par ces dirigeants de la rébellion qu'il a, lui, Kabila, défait donc, entre 2012 et 2013, et en quittant le pouvoir en 2019, il a même laissé certains responsables de cette rébellion en prison. Vous savez, cela fait quelques années que le président Tshisekedi a décidé de retirer au président Kabila sa garde. Il lui a envoyé quelques policiers qui étaient, n'est-ce pas, à l'aube de leur retraite. C'était des policiers fatigués pour garder l'ancien chef d'État. Et c'est à ce moment-là que le président a décidé, l'ancien président a décidé de se prendre en charge. Il a formé, il a recruté une garde personnelle qui le sécurise. Il ne pouvait pas faire autrement. Et jusqu'aujourd'hui, il est gardé et sécurisé par sa propre garde. Sa propre armée, on va dire. Sa propre garde. Sa propre garde. Vous savez, vous pouvez être sécurisé par un garde-corps qui n'a aucune arme. Il n'a que ses bras. Mais seulement on est dans une zone rebelle. On est dans une zone rebelle. Il n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Je dirais même que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. Le président Kabila a dit, sans le cacher, dans son discours, que au point numéro 1 d'ailleurs de son plan de sortie de crise, qu'il fallait mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Mais comment expliquer que celui qui a défait cette rébellion en 2012-2013 puisse aujourd'hui avoir les mêmes objectifs que cette même rébellion? Le nom peut être le même. Hein? M23, pour ce cas précis. Mais les objectifs sont différents. Nous l'avons dit. Les objectifs qu'avait le M23 en 2012-2013 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le M23 a été à Kinshasa, invité par le président Tshisekedi. Ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Cet engagement n'a pas été accepté par l'homme qui dirige le Congo aujourd'hui. Et ils ont pris les armes pour se défaire de la dictature et de la tyrannie. Et voilà, je pense que si vous faisiez un sondage aujourd'hui, je crois que 99% des Congolais vous diront qu'il faut se défaire de la dictature.